et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Samedi 6 mars 2021 sur le plateau de la RPA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Plus de 280 personnes ont été testées positives à la Covid-19 cette semaine. Le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé font savoir que les personnes entre 25 et 59 ans sont les plus affectées par ce virus au Burundi. La Tanzanie permet encore une fois de donner un coup de pouce au Burundi pour intégrer le SADC. Vous allez le suivre dans cette édition. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons vous parler de la contribution des femmes qui sont dans les postes de prise de décision à 2 jours seulement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo, M. Steven Yungeko à la manette. Encore une fois, bonsoir. Commençons ce journal par la page sécurité. L'administrateur de la commune Vugizo en province Makamba est sorti indemne d'une embuscade tendue par des hommes armés non encore identifiés. Personne n'a été blessé, mais le véhicule de l'administrateur a été endommagé. Le point c'est avec Innocent Valentin Singilangabo. C'était ce vendredi vers 21h lorsque l'administrateur de la commune Vugizo, Gérard Hazimana, son garde du corps, le chef de zone Gishiha, l'inspecteur cantonal et leur chauffeur sont tombés dans une embuscade des hommes armés sur la colline Rutegama de la zone Gishiha dans cette province Makamba. Au moment de l'attaque, le véhicule qui les conduisait était à 200 mètres du pont de la rivière Foute. Gérard Hazimana, administrateur de la commune Vugizo, a annoncé à la radio Isanganiro que son état de santé est normal ainsi que les autres personnes qui étaient à bord de son véhicule. Il affirme que ce dernier a été endommagé. Les habitants de la commune Vugizo en province Makamba sont inquiets et demandent que les enquêtes sur cette attaque soient menées. Gérard Hazimana, lui, tranquillise sa population disant que la sécurité est bonne dans sa commune. L'administrateur affirme que les enquêtes ont déjà commencé et demande sa population de rester sereine. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangabo. 2 personnes sont mortes au cours de cette semaine suite à la Covid-19 dans la municipalité de Bujumbura. La première, selon les sources de la RPA, parmi ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, est une femme décédée lundi à la clinique Prince Louis Rwagasore. La deuxième victime est un homme ayant un âge avancé. Il est mort mercredi à la clinique La Colombe, communément appelée chez Sophonie. Cette clinique se trouve en face du stade Prince Louis Rwagasore en zone Rohero. Cela s'ajoute aux effectifs des cas positifs qui continuent à augmenter. Les informations fournies par des agents affectés à la campagne de dépistage de ce virus révèlent que 289 cas positifs ont été enregistrés de lundi jusqu'à ce vendredi. C'est après les prélèvements qui ont été effectués sur 2 sites, celui de l'Etes-Kamenge et de la zone Kanyosha. Et ces mêmes sources précisent que 32 parmi ces 289 personnes testées positives sont des militaires qui prestent à l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM en sigle. Toujours en page santé, les personnes de l'âge compris entre 25 et 59 ans sont les plus affectées par la Covid-19 au Burundi par rapport aux autres, selon le ministère de la Santé publique. Dans son rapport de ce mois de mars, le même ministère, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, indique que plus de 30 districts sanitaires sur 47 que compte le Burundi ont été affectés par cette pandémie. Walter Kwizera nous en dit plus. 35 districts sanitaires
sanitaires sur 47 se trouvant dans les 18 provinces du pays ont été affectés par la COVID-19 à un taux de 74,4%. Selon le rapport du 2 mars du ministère de la Santé publique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, parmi ces districts, Bujumbura Mairie a le plus grand effectif des cas positifs. Jusqu'aujourd'hui, la mairie de Bujumbura compte 1467 cas positifs, c'est-à-dire 66% des cas recensés. Le district de Muyinga vient en deuxième place avec 215 cas positifs, soit 9%. En troisième position vient la province Gitega qui a 130 cas positifs, donc 5%. Et enfin, la province d'Ongodi et Makamba qui comptent chacune 2% des cas positifs. Le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé font savoir aussi que 49% de ces cas positifs sont de sexe masculin, 25% de sexe féminin et une autre catégorie qui n'a pas encore été bien précisée. De plus, beaucoup parmi ces cas positifs sont des personnes de l'âge compris entre 25 et 59 ans. Depuis le début de l'an 2021, les résultats des laboratoires montrent que par jour, plus de 23 personnes sont testées positives à la COVID-19. Ainsi, 2224 cas positifs ont été notifiés au Burundi en 2021 selon ce rapport. Beaucoup parmi ces cas positifs sont des contaminations locales avec un taux de 87%. Jusqu'à présent, seules 3 personnes ont été emportées par la COVID-19 au Burundi, selon le ministère de la Santé publique. Pourtant, l'association catholique Caritas Burundi a fait savoir que jusqu'en juillet 2020, plus d'une dizaine de personnes avaient déjà été tuées par la COVID-19 dans le pays. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, pour une énième fois, la Tanzanie vient de promettre au Burundi de l'aider à intégrer la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. La promesse a été faite par le ministre tanzanien des Relations extérieures vendredi dernier. La Tanzanie a toujours promis d'aider le Burundi à intégrer cette communauté, mais sans y parvenir. Page gouvernance sans transition, perturbation des activités dans la ville de Kirundo et ses environs ce vendredi matin. Pour motif, toutes les personnes ont été sommées de participer dans les travaux communautaires de construction de la permanence provinciale du parti CNDD-FDD, laissant derrière eux leurs activités. Elles indiquent à cet effet avoir mal accueilli cette décision. Les détails, c'est avec Hervé Niyuhire. Cette perturbation des activités de la ville de Kirundo et ses environs a commencé presque 7 heures du matin de ce vendredi suite aux travaux de construction de la permanence provinciale du parti CNDD-FDD située sur la colline de Guélon 1. Le marché des chefs-lieux de la province et les magasins n'étaient pas permis d'ouvrir leurs portes. Même la circulation a été interrompue. Cela étant, les abonnés accourés étaient postés dans les croisées des chemins et obligeaient tout le monde à participer dans ces travaux de construction de la dite permanence. Certains journaliers de la ville qui se sont entretenus avec la RPA ont indiqué que rendre obligatoire la participation dans ces activités est un harcèlement, surtout qu'ils ont donné toute la contribution qu'on leur avait demandé. La collecte de ces contributions a débuté depuis l'année 2017. Un simple citoyen contribuait à hauteur de 500 francs beaux, un commerçant entre 20 000 et 100, tandis que d'autres contribuaient même au-delà pour gagner plus de liberté de travail sans entrave. Un enseignant contribuait à hauteur de 10 000, un infirmier 15 000 et les chefs de différents services 50 000. Pour rappel, depuis le commencement de la construction de cette permanence en 2018, des barrières visant à la collecte de cette contribution ont été érigées sur plusieurs collines. Ce qui n'avait pas encore donné cette contribution, leurs outils tels que les roues, les machettes, les matériaux de construction et autres ont été confisqués afin de les inciter à contribuer. Merci à toi, Hervé Niyuhire. Toujours en page gouvernance, dans les activités de détruire les maisons de la zone Musaga en mairie de Bujumbura, la RPA parle parle de certaines maisons qui ne sont pas détruites alors qu'elles sont construites d'une façon anarchique. Les habitants indiquent que c'est une injustice.
Eloge Divin Remecha pour plus de détails. Les habitants de la zone Msaga indiquent que les kiosques qui n'ont pas été détruits se trouvent sur la 2e avenue. Là, un kiosque construit en planche dans lequel se vend une boisson communément appelée fangas n'a pas été démoli car son propriétaire serait connu par les autorités. Sur cette même avenue, non loin de l'école fondamentale, il y a un autre kiosque où on exerce des activités de soudure et un autre dans lequel on fabrique des lits qui ont été transférés dans une localité appelée Shemuyehova alors que les autres kiosques ont été détruits. Sur la 3e avenue, en traversant la rivière Mimba, est érigée une maison qui sert de menuiserie et elle fonctionne comme d'habitude. À quelques mètres, il y a également un autre kiosque de production de la musique et lui aussi n'a pas été détruit. Ces kiosques encore opérationnels illégalement appartiennent aux militants du parti CNDD-FDD. Les habitants de la zone Msaga demandent que cette mesure soit appliquée pour tous et sans exception. Devote Ndaïsenga, administrateur de la commune Mouha, rejette les allégations de la population et indique que tous les kiosques construits anarchiquement doivent être détruits. Merci également à toi, Eloge Divin Remecha. En page droits de l'homme, les victimes des violations des droits humains et les organisations de défense de ces droits ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont la possibilité de saisir cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et ce par le biais de cette commission. Si l'État dont ils sont ressortissants a ratifié le protocole portant création de la Cour. Propos de Thierry Nhibasame qui explique que même si l'État du Burundi n'a pas encore fait de déclaration reconnaissant la compétence de la Cour africaine, la Cour a la prérogative de saisine directe de la Commission a la prérogative de saisine directe de la Cour. Il s'agit du 14e message de la campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples lancée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Thierry Nhibasame, chargé des programmes au sein de la CBDDH. Comme vous l'avez déjà suivi dans nos émissions antérieures, seuls 6 sur 31 États qui ont déjà ratifié le protocole à la charte portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour à recevoir les requêtes déposées par les individus et les organisations de la société civile ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Néanmoins, même si l'État du Burundi n'a pas encore fait de déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du protocole à la charte portant création de la Cour, les victimes des violations des droits humains peuvent toujours accéder à la Cour par le truchement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, la Commission africaine a la possibilité de saisir la Cour d'une affaire portant sur la violation des droits reconnus par la Charte africaine par un État parti au protocole. Cette compétence dévolue à la Commission en vertu de l'article 5 du protocole à la Charte portant création de la Cour permet à la Commission d'être un passage vers la Cour pour les citoyens dont le gouvernement refuse de faire la déclaration qui autorise la saisine directe de la Cour par les individus et les organisations non gouvernementales de défense des droits humains. La CBDDH fait également savoir que le déni de saisir la Cour africaine aux victimes constitue une violation de la charte africaine que le Burundi a lui-même ratifiée. Encore une fois, Thierry Nhibasame. Selon la règle 36 du règlement intérieur de la Cour, lorsque la Commission introduit une requête, elle est entendue par la Cour en tant que requérant dont l'équipe des juristes peut être composée de commissaires, des membres du secrétariat de la Commission, d'experts ou de conseillers désignés ou nommés par la Commission. La Cour peut également, si elle le juge nécessaire, entendre l'individu ou l'ONG qui a saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il est donc très pertinent que les victimes des violations des droits garantis par la Charte africaine et autres instruments ratifiés par le Burundi puissent continuer à saisir la Commission. En vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment en ses articles 2 et 6, le gouvernement du Burundi devrait faire une déclaration en vertu de la fameuse article 34 alinéa 6. Mais aussi et surtout, laisser la justice nationale son indépendance. Le refus d'accès à la Cour africaine constitue une violation de la Charte africaine elle-même. La Cour africaine, pour sa part, devrait proposer des amendements du protocole la régissant, dans l'optique de mettre cette institution plus au service des justiciables ordinaires que des États, et ainsi assurer la pleine protection des droits humains. C'était Thierry Nhibasame, chargé des programmes au sein de la CBDDH. Une courte pause et abordons la page société.
Les agents de la protection de l'environnement alertent sur une éventuelle disparition des arbustes dans la province de Gitega suite aux cultivateurs de haricots sans relâche en quête de tuteurs pour faire grimper cette culture. Du côté des agriculteurs, ils indiquent que ces supports pour le haricot sont difficiles à trouver et préfèrent envahir la forêt. Le point c'est avec Rachel Kagissier. Depuis 2010, l'effectif des cultivateurs de haricots Guirimpa a augmenté en province Gitega. Ils font savoir que ce type de haricot est 3 fois rentable que le haricot ordinaire. Néanmoins, ces agriculteurs indiquent qu'ils ont du mal à trouver des arbustes permettant aux haricots de se développer. En guise de solution, ceux qui ne possèdent pas de champs d'eucalyptus décident alors de chercher des eucalyptus de petite taille ainsi que d'autres types d'arbustes dans la forêt. D'autres encore préfèrent les acheter entre 500 et 1500 francs la pile. De surcroît, certaines personnes s'adonnent ces derniers temps au vol de ces arbustes pour les vendre ou les utiliser comme tuteurs. Ils se réveillent à l'aube ou attendent que la nuit tombe et s'introduisent dans des champs de truies pour les couper. Les environnementalistes alertent que ce type d'arbuste pourrait à tout moment disparaître si cette pratique continue à un rythme élevé. Ils font savoir que ces arbustes ne régénèrent pas une fois abattus et que certaines variétés sont actuellement introuvables. Décidément, les agriculteurs indiquent qu'ils ne peuvent pas arrêter de cultiver le haricot Guirimpa car ils le trouvent plus rentable. Nous nous excusons pour cette erreur. Le reportage est signé Emmanuel Nyongeko et non Rachel Kagissier. Toujours dans la page environnement, le Burundi regorge de plusieurs marais, mais seuls 78 hectares sont protégés sur tout le territoire national. Propos de ma mère Sabushimike, président de l'association Les Amis de la Nature. Se basant sur le code de l'eau, cet activiste qui milite pour la protection de l'environnement demande au gouvernement de suivre de près les agriculteurs qui exploitent les marais. Au Burundi, les zones humides sont nombreuses. Ce sont notamment ces zones qui se trouvent dans les marais, partout dans le pays. Mais il y a 4 zones qui ont été définies en 2013 par les conventions de Ramsar. Et cette superficie englobe 78 000 hectares. Nous trouvons ces sites dans le parc national de la Rusizi, dans le parc national de la Ruvubu, dans le paysage aquatique protégé du nord, dans la province de Kirundo, et à la réserve naturelle de la Maragarazi. Les autres zones se trouvent encore une fois dans la plaine d'Olimbo, mais qui ont été détruites par la construction anarchique et l'agriculture. L'aménagement des marais détruit aussi les zones humides. Alors que ces zones humides, ce sont des filtres qui freinent les mauvaises matières, parfois même toxiques, emportées par la pluie. Ce sont des zones qui englobent la flore et la faune très importantes. Ce sont des zones à protéger. Une autre inquiétude est que le code de l'eau n'est pas compatible avec l'agriculture dans les marais. Le code de l'eau stipule que la zone de 5 mètres depuis la rivière doit être protégée, doit être une zone tampon. Mais vous savez que beaucoup de rivières ont des marais qui n'ont pas même de 3 mètres, qui ont 3, 2, 4 mètres. Alors que les agricultures vivent de la culture de ces marais. Incompatibilité alors de la loi du code de l'environnement et la pratique de l'agriculture. Demandons donc au gouvernement du Burundi, à l'OBPI, de fournir beaucoup d'efforts. D'abord pour protéger ces marins, ces zones déterminées par les conventions de Ramsar et même d'autres zones qui se trouvent partout dans le pays. C'était ma mère Sabushimike, président de l'association Les Amis de la Nature. Le marché du camp des réfugiés burundais d'Onduta en République unie de la Tanzanie a été fermé ce jeudi par les responsables de ce camp. La seule raison avancée est que chaque commerçant doit exercer cette activité dans sa propre zone. Cela soulève des inquiétudes aux réfugiés car selon eux, ça serait un plan d'identifier tous les commerçants pour qu'ils soient les cibles d'intimidation et de vol nocturne comme ça se fait couramment dans ce camp. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta qui font le commerce au marché ne vaqueront pas à leurs activités depuis lundi de la semaine prochaine. Le marché a été fermé par les responsables du camp selon les réfugiés.
Ils ont dit qu'ils vont planter les arbres dans l'espace qu'occupait le marché. Ils ont dit aux commerçants d'aller chercher ou travailler dans leur propre zone. C'est-à-dire que chaque commerçant doit rester dans sa zone où il habite. Cependant, la décision soulève des inquiétudes au sein des réfugiés. C'est un problème. Nous trouvons qu'il s'agit d'un plan pour pouvoir identifier les commerçants dans chaque zone. Et après, ils vont subir des menaces des policiers, des vols voire des tueries pourront se commettre à l'endroit de ces commerçants, comme on le voit souvent dans ce camp. Vous saurez que le marché qui vient d'être fermé dans le camp des réfugiés d'Unduta était le seul qui restait après la fermeture de ceux de la zone 5 et de la zone 12 au mois de novembre en 2019. Vicky Chris, Ninheretse est compromis, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, ce mini-magazine se penchera sur la contribution des femmes qui sont dans les postes de prise de décision à 2 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuliyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ces dernières années, la participation des femmes dans les postes électifs a connu une certaine évolution. À titre d'exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, le taux de représentativité des femmes est passé de 23% en 2015 à 36% en 2020. Maintenant, il est autour de 39% selon les rapports des organisations des femmes burundaises. Ces femmes élues contribuent-elles valablement dans la promotion des femmes en général et surtout de la femme rurale? La réponse se trouve dans son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 6 mars 2021. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue. Depuis la mise en place de nouvelles institutions, de nombreuses décisions ont été prises par les femmes dans l'administration et dans les autres sphères du pays. Mais celles-ci sont considérées par nombre d'observateurs comme défavorisant et dévalorisant la femme. Thierry Bigilindavi de la télévision Renaissance nous rappelle quelques-unes. La récente mesure d'une autorité administrative prise par une femme, dénoncée comme étant une mesure qui viole les droits des femmes, est celle du 5 novembre 2020. Mamerte Birukundi, administrateur de la commune Ruhororo, province Ngozi, au nord du Burundi, a interdit à partir de ce jour les femmes et filles de sa commune à dépasser 20 heures en dehors du foyer familial. Un peu avant, une autre décision similaire avait été prise par Marie-Chantal Ndouayezu, l'administrateur de la commune Gishubi, province Gitega, au centre du pays. Cette dernière a décidé d'une façon unilatérale et arbitraire que les femmes qui ne sont pas avec les maris ne sont plus autorisées à dépasser 19 heures dans les bistrots et les jeunes filles ne doivent pas être en dehors du foyer familial à cette même heure. Elle a ajouté qu'une amende de 10 000 francs sera infligée à toute personne de sexe féminin qui osera enfreindre cette mesure. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, quant à elle, au début du mois de septembre 2020, dans un forum de femmes burundaises leaders, elle a été on ne peut plus claire pour les associations féminines qui militent pour l'égalité hommes-femmes au Burundi. Cela n'arrivera jamais. Les Burundaises doivent rester totalement soumises au foyer. Dixit Angeline Ndayishimiye. Pour ce qui est de l'égalité des genres, ça n'existera nulle part au monde. Cela n'a jamais été le cas et aussi ça n'arrivera jamais. Je voudrais vous donner un exemple. Si une femme est assise à côté d'un homme et que ça lui est difficile même d'enlever le bouchon d'une bouteille d'eau minérale, elle demande de l'aide d'abord à cet homme, même s'il n'est pas son mari. Pourquoi la femme n'allait pas le faire d'elle-même? C'est un exemple banal qui montre à suffisance que l'égalité homme-femme, vous devrez l'oublier. Au Burundi, ça n'arrivera jamais. Amener le débat sur l'égalité entre hommes et femmes, c'est par là que le manque de respect commence. Au foyer, vous devez être totalement soumise.
Les associations féminines ont cessé de dénoncer des mesures qu'elles jugent liberticides pour les femmes et filles burundaises. Certaines femmes rurales qui se sont entretenues avec Emile Nibasuma de la radio publique africaine trouvent qu'il y a eu des avancées positives en matière de promotion des droits de la femme grâce aux femmes qui sont dans les postes de prise de décision. Elle nous aide beaucoup, surtout en luttant contre les abus commis au niveau des ménages. Un homme peut par exemple gaspiller les biens de la famille. Il abandonne ensuite sa femme et ses enfants pour aller s'installer ailleurs. Les femmes qui sont dans les organes de prise de décision se lèvent alors. D'autres femmes les suivent et elles s'unissent pour faire respecter la loi. Ces femmes-là, des organes de haut niveau, c'est comme si les problèmes sociaux de base ne les regardez pas. Lorsque vous avez de la chance d'avoir des femmes élues au niveau des collines, c'est elles qui prennent le devant. Dans ma commune, il y a 37 collines, mais nous avons seulement 3 femmes chefs de colline. Il n'y a aucune femme parmi les chefs de zone. Elles ne peuvent rien faire pour les femmes parce qu'elles sont peu nombreuses. Si elles étaient nombreuses, elles pouvaient s'informer sur les problèmes auxquels font face les femmes et ainsi plaider pour elles dans les instances supérieures. Il y a une policière dans les instances de prise de décision à l'ENAPO. Elle nous aide beaucoup, nous les femmes. Elle m'a déjà aidé personnellement. Mon mari m'avait malmené. Elle est vraiment sur le droit chemin. Quand vous lui soumettez, elle vous convoque et vous interroge. Elle n'a rien contre les hommes, mais elle dit que l'enfant ne peut en aucun cas être victime d'un conflit entre ses parents. Elle demande également aux hommes de ne pas battre leurs femmes. Quand il y a un conflit, il faut saisir la justice. C'est ce qu'elle conseille souvent aux hommes. Catherine Mabobori, ancienne parlementaire, reconnaît qu'il y a un pas déjà franchi dans cette lutte de promouvoir la femme en général, mais fait un clin d'œil aux autres femmes leaders de s'efforcer à connaître les outils de promotion des droits de la femme avant de prendre des décisions pour éviter de tomber dans la nuisance de cette dernière. S'il y a eu des avancées positives en matière de promotion des droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes leaders qui ont œuvré pour qu'il y ait cette avancée. Donc, si les femmes se trouvent dans ces positions dont elles bénéficient parce qu'elles ont bénéficié de l'appui des autres femmes, elles devraient aussi faire un autre pas parce que les droits de la femme doivent être pris en compte dans tous les domaines de la vie nationale. Donc, si aujourd'hui, il y a satisfaction au niveau politique, même si c'est pas généralisé, on devrait aussi satisfaire d'autres droits socio-économiques des femmes. Malheureusement, il y a des femmes qui sont dans les instances de prise de décision sans avoir eu dans le passé l'opportunité d'œuvrer pour les droits de la femme. Je pense qu'à ce moment, elles doivent s'efforcer à connaître les droits des femmes, les outils de promotion des droits des femmes. Donc, les femmes doivent en premier lieu prendre connaissance de ça parce que ce sont leurs outils de plaidoyer, ce sont leurs outils de travail. Donc, si elles vont faire des interventions à la radio, si elles vont faire des interventions à la télévision, si elles vont animer des réunions des autres femmes, elles doivent d'abord savoir quels outils elles vont utiliser pour plaider pour les droits de la femme et pour plaider pour la population de façon générale. Parce qu'on a vu des interventions qui s'écartent un peu de la ligne directrice des politiques nationales en matière de promotion des droits de la femme. Bref, les droits de la femme vont impérativement de pair avec le respect des droits de l'homme en général. C'est cette intervention de Madame Mabobori Catherine qui met un point final à son mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Vous étiez avec Bertrand Dakouli à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci à Bertrand Gendakulio pour le mini-magazine au cœur de la société qu'il vient de nous présenter. Et c'est par ici que nous bouclons l'édition de ce samedi 6 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la RPA en régie et à l'édition. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée et bonne fête aux femmes pour demain. Le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.